tout d'abord, cher Jean-Françoise, cher Michel, je vous remercie de m'avoir invité. Vous savez que, ou vous avez bien entendu que l'amitié franco-allemande m'est très chère, pas que parce que je suis marié à une Française, mais parce que je suis profondément convaincu que l'amitié franco-allemande qui s'est créée après la Deuxième Guerre mondiale est la base fondatrice de l'Union européenne. Sans ce couple franco-allemand, l'Union européenne n'aurait jamais existé. Pour continuer sur ce que vous avez dit, effectivement, je suis d'accord avec vous que ça vient pas des gouvernements, mais ça vient des populations. C'est bien parce que des gens se sont rencontrés lors des jumelages, parce que une volonté politique qui a été installée était remplie de vie par nos concitoyens, que cette amitié franco-allemande a pu se développer, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'était pas du tout gagné d'avance qu'un jour nos deux peuples seraient amis. C'est pour ça que je vous remercie de m'avoir invité tout d'abord. Les Allemands sont très pro-européens, effectivement. Ils le sont parce qu'en Allemagne, on se rend compte que le succès économique qui existe en Allemagne, il est bien lié à l'Europe. C'est grâce à l'Europe et au marché unique européen que les entreprises allemandes, et je ne parle pas que des multinationales, mais des PME, des petites et moyennes entreprises, ont pu se développer, ont pu avoir un cadre de succès. Et pour beaucoup d'Allemands, cette Union européenne est tout d'abord le moteur, ou un des moteurs, ou peut-être le gasoil pour le moteur économique allemand. Deuxièmement, il y a la question de la liberté de voyage. Pour nous, Allemands, mais je pense que sur cette question, c'est peu pareil pour les Français. On est encerclé d'amis maintenant, avec la chute de l'Union soviétique et l'ouverture vers l'Est de l'Europe. L'Allemagne est maintenant encerclée d'amis. Il n'y a plus de frontières. On peut voyager comme on veut, notamment pour nos concitoyens. C'était normal, c'est devenu normal d'aller ailleurs en Europe pour passer les vacances, pour y travailler, pour profiter du soleil. Je comprends bien que pour les Français, ce n'est pas aussi nécessaire d'aller au sud pour retrouver du soleil que pour les Allemands. C'est peut-être pour ça que la question des frontières qui sont ouvertes n'est pas aussi importante, n'est pas une question aussi importante pour les Français que pour les Allemands. Mais pour les Allemands, cette Europe qui a ouvert les portes à tous les pays européens, c'est quelque chose de très, très important. Et on s'est rendu compte, notamment ces dernières années avec le président américain Trump, que c'est que sur l'Europe qu'on peut s'appuyer. C'est que sur l'Europe qu'on peut compter. Avec notre histoire allemande après la Deuxième Guerre mondiale, et notamment un lien très très fort avec nos amis américains, il y avait toujours cette dualité. Il y avait l'Union européenne d'un côté, nos amis européens, mais d'autre part, il y avait un lien transatlantique qui est toujours très fort en Allemagne, mais qui s'est affaibli avec le mandat du président Trump. Et du coup, en Allemagne, le sentiment d'être européen, de faire partie de cette Europe unie, est devenu encore plus forte. Et vous avez, Michel, très bien cité les chiffres des sondages. Et c'est des chiffres très, très stables. Et plutôt en hausse qu'à la baisse. Donc, les Allemands se sentent européens et voient que l'Europe
même si parfois on trouve qu'il y a des choses à améliorer, mais trouve que l'Europe est une source, est quelque chose qui aide dans la vie quotidienne et qui aide nos concitoyens. Pour cette raison, il y a un sentiment très très fort pro-européen. Oui, voilà. Pour rentrer un peu dans la pensée allemande. Et les Allemands ne sont pas critiques du tout sur l'Union européenne. Ils considèrent que tout va bien, que à la fois, je dirais, l'Union européenne en tant qu'ensemble, mais aussi chacun des pays membres de l'Union européenne. Moi, je dirais qu'il y a bien évidemment des choses que les Allemands critiquent. Si on n'aurait pas de critiques, ce serait impensable. On a toujours des critiques vis-à-vis de nos gouvernements, vis-à-vis les administrations, etc. Notamment en Allemagne, on pense que l'Union européenne est trop lente. Mais trop de temps pour mettre les choses en place, notamment là où on a besoin de réponses rapides. Regardons ce qui a été décidé aujourd'hui concernant le coronavirus et les mesures dans les différents pays européens. Je pense que la population attend vachement plus, nettement plus, à une harmonisation au niveau européen. Que juste un peu de coordination tel que ça marche maintenant. Mais souvent, c'est bloqué par les États membres. En fait, l'Union européenne, qu'est-ce que c'est? C'est d'une part une commission avec Mme von der Leyen à la tête et un Parlement européen. Mais c'est tout aussi bien tous les États membres de l'Union européenne. Chaque décision européenne est validée par les États membres. Donc, il n'y a pas de décision européenne qui n'est pas validée par les États membres. Ça veut dire que ce processus avec une législation, avec un Parlement plutôt faible comparé aux parlements nationaux, avec une commission qui n'est pas un vrai gouvernement et des États membres qui doivent valider tout et beaucoup de choses à l'unanimité, il y a souvent un progrès qui s'installe très lentement pour être sympa, ou on pourrait aussi dire que souvent les États membres bloquent un vrai développement au niveau européen. D'accord. Alors, il y a quand même quelque chose qui a évolué cette année, qui était nouveau, c'est le plan de relance. Vous avez dit que d'habitude, l'Union européenne mettait assez longtemps à prendre des mesures. On peut penser que, je dirais, en ce qui concerne le plan de relance économique, l'Union européenne a fait le nécessaire, la Commission, le Parlement, le Conseil, pour aller le plus vite possible vers ce plan de relance européen. Comment est-ce que l'Allemagne voit ce plan de relance européen et sa mise en place, justement? Est-ce que, parce que moi, j'ai à côté de moi des gens qui me disent, ben oui, mais il y a eu des effets d'annonce, mais qu'est-ce qui se passe derrière? On a l'impression que ça n'avance pas vite. Quel est votre avis, votre opinion, à la fois côté député et côté citoyen allemand? Moi, je pense qu'il faut un peu séparer la position allemande gouvernementale et le ressenti de la population. Historiquement, l'Allemagne était plutôt un pays à côté des Pays-Bas et des Anglais plutôt frugal. On parlait beaucoup des frugaux ces derniers mois. Il disait, bon, on veut bien dépenser, mais il faut bien voir aussi pourquoi. Il ne faut pas donner trop. Et avec le départ des Anglais, je pense qu'il y a quand même l'Europe n'est plus centrée de la même manière. Ce que je veux dire, c'est qu'avec le départ de la Grande-Bretagne, en Europe, il y a quand même une plus forte discussion, et en Allemagne, qui dit, d'accord, eux, ils sont partis, on ne veut pas que dans une situation de crise, les autres États membres se sentent délaissés et on a besoin de solidarité en Europe. Une solidarité que l'Allemagne exerce aujourd'hui
qu'elle n'aurait pas exercé il y a quelques années. Du coup, dans la population, il y a quand même un sentiment ce qui peut un peu normal peut-être même, un sentiment, bon, ça va pas trop mal chez nous, les autres ont mal géré, pourquoi on donnerait de l'argent? Et ma réponse à ça, c'est toujours que ce n'est pas une mauvaise gestion des autres. Nous, en Allemagne, on a eu énormément de chance que le virus n'est pas arrivé en première ligne chez nous, mais chez les autres. Et on a tiré les conséquences de ce qui s'est passé dans les autres pays. Et c'est pour ça que l'Allemagne s'est plutôt bien portée dans cette crise et a pu mettre en place des mesures qui n'étaient pas aussi drastiques que dans d'autres pays. Et du coup, je trouve que cette solidarité qui se met en place au niveau européen, présentée en première ligne par le président Macron et la chancelière Angela Merkel, c'est une bonne chose parce qu'il y a effectivement des pays qui ont été plus touchés que d'autres, mais ce n'est pas leur faute. C'est pas de leur faute. C'est pour ça que je pense que c'est important qu'on mette en place cet outil pour relancer l'économie, parce que il s'agit pas que c'est pas que pour les entreprises, il y a des emplois, il y a des gens qui ont perdu leur poste. Il s'agit d'une relance pour que les gens aillent mieux. C'est pas pour que juste l'économie aille mieux, c'est pour que les gens aillent mieux, que les gens puissent trouver de l'emploi, retrouver de l'emploi. Et pour cette raison, c'était important. Est-ce que ça a été mis en place vite? Oui. Est-ce que c'est exercé rapidement? Non. Parce que après avoir débattu les grandes lignes, on rentre dans les détails, et dans les détails, ça devient compliqué, comme partout. Hein. On est très vite d'accord que l'Europe, c'est une bonne chose, et ça nous a assuré la paix en Europe pendant une très très longue période. Après, qu'est-ce qu'il faut pour que, dans le grand ensemble, mais qu'est-ce qu'il faut dans les petites choses, c'est plus compliqué. Donc, on est dans la discussion sur les petites choses, mais cette discussion se termine. Et c'est en lien avec les grandes lignes budgétaires européennes qui sont négociées. Et je pense, ou j'espère plutôt, parce que je ne suis pas moi personnellement dans la négociation, mais j'espère qu'on aura des réponses très très vite et que ces outils peuvent se mettre en place. Eh bien, dites-moi quand même, il y a quelque chose d'extrêmement nouveau qui est arrivé à laquelle l'Allemagne n'était pas très très favorable. C'est comment dire, l'endettement de l'Union européenne pour distribuer des subventions non remboursables à chacun des États membres. On se rappelle aussi de la position de la Cour de Karlsruhe, qui a dit que c'était à la limite anticonstitutionnel sur le plan allemand. Est-ce que l'Allemagne a avancé? Est-ce que les réticences se font toujours sentir? Est-ce que maintenant, je dirais, la vision politique et de solidarité que vous avez indiquée, qui est, je dirais, tout à votre honneur et à celui je dirais, des dirigeants allemands, de dire qu'il faut considérer la situation dans laquelle se trouvent les autres États, est-ce que c'est maintenant ça qui va prédominer? Ou est-ce que éventuellement nos amis juristes de la Cour de Karlsruhe un jour vont se réveiller en disant l'Allemagne ne peut pas accepter ce genre de situation? En fait, l'Allemagne a accepté cette situation parce qu'il est bien prévu de rembourser la dette. Ce qui n'est pas très commun en politique. Hein. En général, on fait des dettes, mais on ne les rembourse pas. Mais ce qui est prévu pour la dette européenne, qui sera créée, et pour la première fois, effectivement, c'est qu'elle sera remboursée. Et c'est une des... je ne sais pas comment dire, mais c'est une des limites qui était bien posée par le gouvernement allemand pour accepter ce pas. Après, c'est un débat qui est très ouvert en Allemagne, où il n'y a pas de vision claire, d'ailleurs, ni du gouvernement, ni de Karlsruhe. C'est qu'on ne sait pas quoi faire avec cette Europe.
est-ce que ça deviendrait un État un jour avec toutes les fonctions budgétaires possibles qu'un État aura, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, avec un vrai Parlement qui peut discuter et décider, et quel sera le rôle des États membres à ce moment-là. C'est une discussion très, très ouverte qui, je ne sais pas à quel point elle est discutée en France, mais en tout cas, en Allemagne, on a peur ou je dirais plutôt le gouvernement allemand a peur, et je pense que c'est peut-être un peu pareil pour le gouvernement français, que cette Europe l'échappe, n'est plus contrôlable telle que c'est aujourd'hui, parce qu'il faut bien dire qu'aujourd'hui, l'Europe est contrôlée par les États membres, et pas par les politiciens européens, mais par les gouvernements nationaux. Est-ce que ça voudrait dire que l'Allemagne, qui est une république fédérale, verrait d'un mauvais œil l'Union européenne comme une fédération? Je pense que oui. Ça semble très paradoxe, mais je pense qu'actuellement, oui. On verra dans une génération ou deux à quel point ça évolue, parce que ça ne se décide pas comme ça contre les peuples dans 27 États membres. Il faut bien, et on se rappelle du débat sur le traité de Maastricht, à quel point ces discussions peuvent être compliquées ou très vite utilisées par certains politiciens pour faire de la politique politicienne et pas faire avancer les choses. Donc, je dirais, c'est très ouvert et c'est une question pour dans très longtemps. Bon, ben, je ne serai plus là à ce moment-là. Vous, peut-être encore, parce que vous êtes jeune, mais bon, on verra. Donc, écoutez, soyons optimistes. Bon, on a parlé du plan de relance européen, on a passé de quelle était la position d'Allemagne sur le sujet. Maintenant, autre thème, on entre dans la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne. Quels sont les points principaux qui vont être traités, enfin, du moins qui sont annoncés, qui pourront être traités pendant ces 6 mois? Parce que 6 mois, dans une vision politique, c'est extraordinairement court, surtout que vous venez de nous dire que il faudra peut-être, sur certaines choses, une génération, voire 2 générations pour pouvoir avancer. Écoutez, la présidence du Conseil, c'est une fonction très technique. C'est pour ça que les États membres travaillent en trio. Il y a les amis croates qui avaient la présidence avant, et les amis portugais qui vont succéder à l'Allemagne, qui ont travaillé en trio. Parce que effectivement, les 6 mois sont très, 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 très courts. À part le plan de relance qui est certainement au centre de cette présidence avec le budget, la négociation sur le budget pluriannuel. Donc vous savez qu'en Europe, on fait des plans de financement pour 7 ans. Actuellement, on discute de combien d'euros seront mis dans chaque portefeuille et sur quel domaine seront dépenser ces enveloppes. À part ça, il y a certainement il y a la coordination des mesures Covid contre le coronavirus qui occupe beaucoup d'espace dans la discussion actuelle. Moi, je trouve que c'est très important que l'Europe prenne de la place dans ce domaine, parce que au début du virus, au début de la pandémie, on a vu des États membres qui ont agi comme s'ils n'étaient pas en Union européenne, mais s'ils devaient décider que pour eux. Ils ont fermé les frontières. Vous vous rappelez peut-être que certains États membres ont réquisitionné des outils, des masques, et des appareils médicaux qui étaient destinés pour ailleurs. Ce n'est pas que les États-Unis qui ont fait ça, c'est aussi des États membres européens qui ont fait ça. Ils ont agi comme des non-européens, comme des non-alliés. De mon point de vue, il faudrait
nettement plus harmonisé au niveau européen, pardon, en ce qui concerne les avis de voyage, les précautions pour les tests, comment seront organisées les quarantaines, dans quel cas, où est-ce qu'on peut voyager, où est-ce qu'on ne peut pas voyager, dans quelles circonstances. Tout ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est intéressant ce que vous dites là, parce que on a dit tout à l'heure que vous dites il faut qu'on aille vers plus de coopération. Mais est-ce qu'on peut arriver à plus de coopération si on a au sein du Conseil de l'Union européenne toujours la question des décisions à l'unanimité qui ne font pas avancer grand-chose, et si justement on ne veut pas à un moment donné mettre en commun, sans parler de fédération, mais mettre en commun un certain nombre de compétences qu'on refuse, que les pays membres refusent actuellement à l'Union européenne. Je suis complètement d'accord avec vous, Michel. Actuellement, la seule chose que l'Europe peut faire, c'est faire de la coordination. Donc, ça veut dire on donne des conseils aux autres, aux États membres, pour dire ce serait bien de faire ceci ou cela, mais on n'a aucun pouvoir de l'imposer. Il y a certaines mesures où des États membres ont décidé de s'allier à ce que propose l'Europe. Par exemple, ici en Belgique, le port de masque était obligatoire à Bruxelles, même dans la rue. Et finalement, ça a été annulé parce que l'Europe a dit que dans une zone rouge, on attend telle et telle mesure. Mais en ce qui concerne la quarantaine et les tests, c'est pas du tout harmonisé et ça devrait l'être parce que l'Europe fonctionne, parce qu'on a des frontières ouvertes. C'est un des piliers de l'Europe d'avoir des frontières ouvertes. Mais personne ne voyage s'il ne sait pas, s'il doit déjà se mettre en quarantaine 14 jours dès son arrivée dans un autre pays, ou s'il ne sait pas s'il peut retourner après dans son propre pays. Donc actuellement, les mesures mises en place font que les gens évitent de voyager. Pourtant, même si on peut faire des vidéoconférences, ça ne remplace pas le rencontre, ça ne remplace pas de se voir de face à face. On est bien d'accord. On est bien d'accord, c'est bien pour ça qu'on vous invitera une prochaine fois à venir à Rennes, en Bretagne, sur la route vers le sud-ouest. Voilà. Je viendrai avec plaisir et je rendrai visite à ma chère collègue Marie-Pierre Vaudrenne et à mon collègue Pierre-Carl Lusquin, qui sont tous les deux bretons et qui ont hâte de me voir en Bretagne. Donc, à mon avis, sur ça, l'Europe doit travailler plus et actuellement, ils sont dans le débat sur la coordination. Le troisième point que je voudrais mentionner, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, c'est le pacte sur la migration. Vous savez que depuis la crise migratoire en 2015 et 2016, l'Europe manque d'une politique commune, manque de solidarité avec les États où arrivent les migrants, mais manque aussi d'un vrai outil européen pour harmoniser les procédures d'asile, les procédures de renvoi de gens qui n'ont pas été acceptés. Tout cela fonctionne très, très différemment dans les différents États membres et je pense qu'on a besoin d'une politique commune migratoire en Europe. C'est un des défis qui nous a été posé en 2015-2016. On a échoué en Europe et je suis content que la commission von der Leyen reprend le flambeau et va à nouveau dans le combat pour trouver une politique migratoire commune en Europe. Écoutez, espérons, je dirais, espérons. Là, je pense qu'il y a j'allais dire, c'est pas un mur à casser, mais un mur à ébrécher qui est celui de l'unanimité. On n'a jamais vu un pays, je dirais, quel pays pourrait être gouverné si l'ensemble des membres du Parlement ou des responsables politiques devaient fonctionner à l'unanimité pour qu'on puisse prendre des décisions finales. Aucun.
y compris d'ailleurs dans les familles. Si vous demandez dans une famille si tout le monde est d'accord sur un point, c'est évident que vous n'y arriverez pas. Donc la famille européenne, elle a aussi à se construire, je dirais, en sortant de cette unanimité pour arriver, je dirais, à une majorité relative, comme ça peut exister dans certaines compétences qu'elle peut avoir. Mais vous savez, Donc, j'étais conseiller municipal. On était 17 dans mon conseil municipal. Et imaginez, ces 17 doivent se mettre de différents bords politiques. Hein. Imaginez, ces 17 doivent se mettre d'accord sur toutes les questions. Ce n'est pas pour. Il y a beaucoup de choses dans une petite commune où on se met d'accord. Mais si vous devez vous mettre d'accord sur toutes les questions, c'est impossible. Il y a un qui ne veut pas jouer le jeu, il peut bloquer. Et c'est ce qui nous arrive dans un tas de domaines au niveau européen, qu'il y a un qui ne veut pas jouer le jeu. Vous avez vu peut-être, on est dans une situation géopolitique très compliquée actuellement. Devant nos portes, il y a des conflits comme en Biélorussie. Mais l'Europe n'a pas pu parler de vive voix sur les problèmes en Biélorussie parce que lors d'un conseil, les amis chypriotes ont dit oui. non, on ne soutient pas la ligne européenne. Il y a un qui n'est pas d'accord. L'Europe n'a pas de voix. Ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire sauter la banque, faire la révolution, comme les Français ont l'habitude de faire, ou essayer de persuader tout le monde que le chemin que l'on prend n'est pas forcément le bon? En fait, je pense qu'il faut se débarrasser du principe de l'unanimité. En démocratie, c'est un non-sens de devoir travailler à l'unanimité. Il y a certes, ou peut-être certains domaines où il faut garder ça, mais notamment en politique extérieure, l'Europe ne parle pas avec une voix, n'a pas une voix forte, a des grands principes, mais ne peut pas les appliquer parce que on doit toujours attendre le dernier. C'est pour ça que, pour moi, dans le domaine de la politique étrangère, faut se débarrasser de cette unanimité qui n'existe pas partout, hein, mais dans les domaines où elle existe, on devrait vraiment se poser la question si c'est encore à nos jours utile ou si on ne peut pas mieux et plus rapidement avancer sans cet outil. Alors, dites-moi justement, au Parlement où vous êtes, est-ce qu'il y aurait une majorité pour demander qu'on arrête de travailler à l'unanimité, de décider à l'unanimité? Est-ce qu'il y a une majorité au sein du Parlement, chez vos collègues? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Alors, il faut voter tout de suite. Il y a des fois, il y a des majorités où on n'est pas toujours content, hein, Oui. mais sur ça, sur ce sujet, oui. Sur ce sujet, oui. En fait, le Parlement européen demande aussi qu'il y a cette conférence pour l'avenir de l'Europe qui sera mise en place. C'est une des choses que Madame von der Leyen et aussi Madame Merkel, en étant présidente du Conseil, ont promis au Parlement qu'il y ait cette conférence qui discute des choses qu'on doit changer en Europe. Parce qu'il n'y a pas tout qui est super. Il y a des choses où on peut s'améliorer, comme tout le monde. Donc, ce serait temps que ce débat commence au sein de cette conférence sur l'avenir de l'Europe pour qu'on puisse faire le prochain pas. Je ne pense pas que ça peut venir des parlementaires européens ni des gouvernements des États membres. Moi, je pense que ça doit venir de la société civile, des populations qui doivent faire une demande et dire on voudrait que l'Europe soit comme ça ou comme ça pour que après les politiciens puissent en discuter et en tirer la conséquence. Bien, écoutez, on comprend bien que en tant que parlementaire, vous nous transmettez, je dirais, le ballon pour que nous puissions avancer et arriver jusqu'au but et gagner quelque part, je dirais, ces nouvelles compétences pour l'Union européenne.
Un Mais point qui... de toute manière, je pense souvent les politiciens ne peuvent pas avancer sans les peuples. Donc, va falloir bien discuter. Eh ben d'accord, on est prêt ici. Alors, un point intéressant, je dirais intéressant dans la discussion ou dans ce qui peut se passer ou dans l'évolution de l'Union européenne, la règle de l'état de droit. La règle de l'état de droit, on en parle. Euh, C'est-à-dire que est-ce qu'on va l'appliquer, est-ce qu'on ne va pas l'appliquer, est-ce qu'on va, entre guillemets, punir financièrement ceux qui ne sont pas les bons élèves, c'est-à-dire qui ne respectent pas l'état de droit, et en l'occurrence, les deux mauvais élèves que l'on montre du doigt actuellement, la Hongrie et la Pologne. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Est-ce qu'ils vont rentrer dans le rang? Est-ce que c'est une menace virtuelle justement pour les obliger un peu à prendre une autre position que celle qu'ils ont prise jusqu'ici? Ou est-ce que finalement l'Union européenne va rester impuissante devant deux de ses membres qui n'agissent pas selon je dirais, les bases, des critères qui ont, je dirais, permis à l'Union européenne d'être créée? C'est une question très très difficile qui nous occupe beaucoup au sein du Parlement européen. En fait, le Parlement européen pousse très fortement pour que dans le budget pluriannuel de l'Union européenne, on installe un système de surveillance sur l'état de droit en Europe. Vous avez cité l'Hongrie et la Pologne, et effectivement, dans ces deux États membres, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas en accord avec nos valeurs démocratiques, nos valeurs républicaines et les droits fondamentaux. Et ça nous occupe parce que je trouve que l'Union européenne doit défendre les droits de chaque citoyen européen, peu importe de son gouvernement national. Donc, on essaie de pousser pour qu'on ait un mécanisme qui surveille l'état de droit dans les États membres européens. Et aujourd'hui, on parle de l'Hongrie et de la Pologne. Peut-être un jour, on parlera de la France ou l'Allemagne ou d'autres pays européens. Mais si on a un mécanisme de surveillance qui est neutre, qui n'est pas installé pour pointer le doigt sur l'Hongrie et la Pologne, qui sont les mauvais élèves aujourd'hui, oui, mais qui a la fonction de surveiller comment se développe l'état de droit dans les États membres et qui peut alerter un jour et dire voici ce qui se passe en Hongrie, ce n'est pas en lien, en règle avec l'état de droit, ou dans tel ou tel ou tel autre pays. Et dans ce cas-là, on déclenche une procédure automatiquement qui regarde précisément ce qui se passe dans ce pays et qui met en place des mesures, y compris des sanctions financières. Parce que moi, je pense sincèrement que s'il n'y a pas de sanctions financières, c'est une sanction en l'air. J'ai des petits-enfants et je sais très bien, je peux parler et dire ce que je veux. S'il n'y a pas de sanctions ou de menaces sanctions où elles savent que ça peut être exécuté, il n'y a pas de changement de leur côté. Et je pense que c'est pareil avec les États membres. S'il n'y a pas de sanctions financières européennes qui peut tomber, ils ne vont pas changer. Et moi, je veux qu'ils changent. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cet outil, pas pour les mettre en œuvre, les menaces financières. Moi, je veux continuer à financer le développement rural en Hongrie, financer des associations en Hongrie, etc. Je veux continuer à faire ça. Mais il faut que cette menace soit là pour que ce gouvernement change sur l'état de droit et respecte les valeurs européennes dans son entité. Ce n'est pas à la carte. Et
Moi, en allemand, on dit celui qui donne un coup de pied aux valeurs européennes, on ne veut pas qu'il donne l'argent avec les deux mains. J'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Ce n'est pas acceptable qu'ils se foutent de ce qu'il dit l'Europe, mais qu'ils prennent l'argent sans hésiter et l'utilisent, et parfois pour leur propre intérêt. Mais alors, est-ce qu'il y a une solution? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour faire en sorte que, alors sans citer de pays, mais plus tard, s'il y a comment dire, si les pays ne respectent pas les règles de l'état de droit, est-ce que à un moment donné, l'ensemble des pays va être d'accord pour avancer sur ce sujet-là, indépendamment de la Pologne ou de la Hongrie actuellement? Est-ce qu'il y a une solution? Oui, il y a une solution. Mais cette solution, c'est de la pression. Les États membres ne vont pas changer sur ça. Et les États membres ne vont pas, le Conseil ne va pas mettre en place un système juste parce qu'ils trouvent que c'est bien. Vous savez, c'est les États membres, entre eux, ils ne vont pas se contredire. Donc c'est au Parlement européen de porter ce flambeau. Et pour nous, c'est très clair, s'il n'y a pas de mécanisme sur l'état de droit, on ne vote pas le budget pluriannuel. Pas de budget pluriannuel, pas d'argent nulle part. Donc si les États membres veulent qu'il y ait un budget pluriannuel, il faut qu'ils bougent sur cette question. Et on a ce levier que maintenant. On a ce levier qu'une fois tous les 7 ans. Parce qu'on fait un budget pluriannuel sur 7 ans. Donc c'est aujourd'hui qu'on va dans la bataille pour l'état de droit, pour défendre les droits de tous les citoyens européens, peu importe leur pays de naissance, d'origine ou où ils habitent. Eh bien, écoutez, on regardera ça avec une extrême attention pour voir comment les choses vont se passer, puisque j'ai bien compris où vous gagnez, entre guillemets, maintenant, où on s'en prend pour 7 ans. Voilà. Oui. Voilà. On a parlé de l'Europe, de relations entre pays, de la position de l'Allemagne face à l'Europe. Moi, je voudrais on voudrait bien rentrer peut-être un peu plus dans ce qu'on a appelé tout à l'heure le couple franco-allemand et la relation donc entre la France et l'Allemagne. Question, comment est-ce que la France aujourd'hui est jugée en Allemagne avec tous ces déficits qui se rajoutent les uns au-dessus des autres et qui n'arrêtent pas d'augmenter? Déjà, la France est considérée comme l'ami le plus important de de l'Allemagne, pardon. Donc, dans les sondages, c'est très très clair. La France est considérée comme l'allié le plus important. Pas que économiquement, mais politiquement. Donc, il y a un grand amour pour la France. C'est lié c'est une image très très positive. Ma femme, qui elle était professeure de français en Allemagne, était toujours étonnée d'entendre parler les Allemands qui venaient pour apprendre le français. La France, c'est le pays de la beauté, des bons repas, le pays du soleil. C'est un pays merveilleux. Et c'est une image qui est très très forte dans le conscient allemand, une image très très positive. Les Allemands sont jaloux aussi. Jaloux. Désolé, je deviens un peu politique à ce moment, parce que longtemps, on avait l'impression en Allemagne d'attendre les Français pour pouvoir réformer l'Europe, pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'après Helmut Kohl et François Mitterrand, on n'avait pas c'est pas vrai qu'on n'avait pas de couple, mais il était moins fort, moins visible, moins imbriqué qu'à cette époque-là. Et on avait toujours l'impression, en Allemagne, que la France n'arrive pas à régler ses problèmes. Que la France, qui a un tas de réformes que les Français ne veulent pas mettre en œuvre.
En Allemagne, c'était Gerhard Schröder qui a fait des réformes économiques très, très importantes qu'on peut discuter, qui ne sont pas tous méga géniales, super bien. On a des choses qui étaient compliquées avec ces réformes-là aussi. Mais les Allemands avaient ce sentiment, mince, pourquoi les Français n'arrivent pas à réformer leur pays? Et notamment avec Mme Merkel, qui a beaucoup d'admiration en Allemagne, mais où beaucoup d'Allemands pensent quand même qu'elle gère bien le quotidien, mais qu'elle n'a pas de vision à long terme. C'est une bonne gestionnaire pour les Allemands. Et je ne suis pas sûr que les Allemands veulent plus, mais beaucoup d'Allemands quand même ont vu un jeune président français qui a été élu, et ils voyaient, ah oui, maintenant, lui, il va commencer à réformer la France, et nous, on n'est pas prêts. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, discours à la Sorbonne, etc., une volonté très très forte d'aller de l'avant pour l'Europe, et l'Allemagne incapable de répondre à ces propositions. C'est pour ça qu'on est jaloux un peu du dynamisme qui a été installé avec Emmanuel Macron en France. Moi, je ne veux pas me mêler de la politique nationale française, ce n'est pas mon rôle. Je vous dis juste le sentiment que les Allemands éprouvent face à la situation française actuellement. Voilà. Mais je trouve que Macron et Merkel se sont trouvés pour le plan de relance, pour le pacte de migration, pour d'autres sujets très très importants. Ils vont de l'avant, mais je trouve ça extrêmement important. Donc c'est la base, elle est là, et l'amitié, elle est là. Et moi, je vois toujours les milliers de jumelages entre petits villages en France et en Allemagne qui fonctionnent bien, où il y a toujours des échanges, des gens qui se rencontrent et qui comprennent que voilà, l'Europe, c'est ça. On parle peut-être pas la même langue, mais on a les mêmes problèmes, les mêmes soucis, les mêmes préoccupations. Donc, ces rencontres sont très, très importantes, et je sais que beaucoup d'Allemands continuent à partir en France, voir des amis ou aller en vacances, tout simplement. Donc voilà, il y a un sentiment d'amour pour la France qui est installé profondément chez les Allemands. C'est bien, mais si je comprends bien, l'Allemagne est un pays gestionnaire. La France est le pays, je vous avais dit, de la beauté. Donc, dans un mariage, on voit très bien où est l'homme et où est la femme. C'est-à-dire que, mais est-ce que quelque part, la femme n'est pas trop dépensière aux yeux, je dirais, de son conjoint, qui est, à l'occurrence, qui serait Madame Merkel, très bonne gestionnaire. Parce que quand vous voyez, quand d'un côté, vous avez l'Allemagne qui arrive à réduire ses déficits, à avoir des excédents budgétaires, tandis qu'en France, on a des déficits budgétaires qui vont toujours d'une année sur l'autre en s'accroissant, avec un taux de fiscalité qui est quand même relatif, qui est le premier en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas quand même est-ce que vous avez quand même le droit de dire quelques critiques sur le fonctionnement, en tant qu'Allemand, j'entends bien, sur la manière dont la France fonctionne? Il est toujours important de faire parler les autres sur ce qu'on est soi. Si on n'a pas je dirais, le renvoi de l'image que l'on donne, eh bien, on va continuer, et on va continuer parfois peut-être dans ses erreurs. Oui, mais je viens de le nommer tout à l'heure. Je vois quand même une incapacité en France de se réformer. Si on regarde le millefeuille administratif français, nous, Allemands, on est toujours étonnés de comment la France est organisée. Et pour ma femme, par exemple, désolé de parler encore de ma femme, mais pour ma femme, par exemple... Non, vous viendrez avec elle la prochaine fois. Oui.
elle a été étonnée quand elle a été face à l'administration allemande. Pourquoi ? Parce que pour l'assurance chômage, l'assurance maladie et des trucs basiques comme ça, elle avait quelqu'un de l'autre côté. Il n'y avait pas qu'un numéro, c'était monsieur ou madame machin qui avait un numéro, et on avait le numéro jusqu'à son appareil. On pouvait l'appeler. Et si elle n'était pas là, on rappelait. Et elle a vu un fonctionnement de l'administration qui l'a bluffé. Et elle dit toujours, elle ne pourrait jamais revenir en France par exemple, pour cette raison. Bon, maintenant, elle vit en Belgique et c'est pire, mais comparé à la France. Mais bon, ça, c'est une des choses que les Allemands ne comprennent pas. C'est d'être désorganisé ou voilà, cet arrangement. Les Allemands sont c'est une règle, donc on l'applique. Et qu'il y a des règles qu'on n'applique pas, ou des règles qui sont même là pour ne pas être appliquées, ce n'est pas compréhensif pour un Allemand. Après, économiquement, oui, la France a un problème budgétaire, comme les 3/4 des pays européens. L'Allemagne est une exception par rapport à ça. C'est une exception parce que on a fait des réformes économiques qui étaient porteurs, et parce qu'on a cette Union européenne qui fonctionne bien et qui, avec le marché intérieur, nous donne la possibilité que nos entreprises ont du succès, qu'on a du plein d'emploi dans beaucoup de régions en Allemagne. Dans ma région, on a 2,5% de taux de chômage, c'est rien. Et il y a un tissu économique de PME qui est très très fort et qui a des problèmes dans la crise également, mais les multinationales ont encore plus de problèmes. Donc on voit quand même que le fait que l'Allemagne a ses excédents budgétaires, que c'est aussi, on peut vendre tous nos produits en Europe et en France et partout ailleurs. Alors justement, c'est très bien ce que vous dites, puisqu'on passe à l'économie, aux entreprises. Il y a quand même un cas de figure tout à fait intéressant qui a été créé initialement entre la France et l'Allemagne. Je veux parler d'Airbus, qui aujourd'hui se trouve dans une situation un peu plus délicate compte tenu du coronavirus et compte tenu de la chute des transports aériens. Vous avez dit tout à l'heure, on peut se promener, mais aujourd'hui, les gens ne se promènent plus, les gens ne vont plus, et notamment les voyages d'affaires vont se faire de moins en moins. La preuve, c'est qu'on parlera de plus en plus par visioconférence. Qu'est-ce qu'on va faire quelle est votre vision à côté allemand, côté Union européenne, du futur, de l'évolution de notre Airbus européen? Pour commencer, Airbus, c'est un phare de l'industrie européenne et il faut le préserver. Et notamment dans cette crise du coronavirus, avec la chute de trafic aérien de 90%, et en conséquence, les problèmes au niveau des compagnies aériennes, et en conséquence, les appareils qui ne sont pas achetés, et du coup, Airbus fait moins de chiffres. Et du coup, un grand problème d'ailleurs est à Toulouse et à Hambourg et dans tous les sites Airbus, partout pareil. À mon avis, c'est pour ça qu'il faut déjà une harmonisation des règles européennes pour les voyages. Mais d'autre part, il faudrait également un plan de relance pour l'aviation. Moi, je suis persuadé que, notamment si on veut arriver à baisser les émissions de gaz à effet de serre, notamment le CO2, dans le mode d'aviation, il faut des nouveaux appareils. C'est un peu comme ce qu'on fait d'ailleurs dans beaucoup de pays avec les voitures.
Il y avait des primes d'achat pour des nouvelles voitures qui étaient moins polluantes que les anciennes. Et les anciennes ont été rachetées et du coup ne roulent plus sur nos routes. Et du coup, on a moins d'émissions. Et à mon avis, il faudrait faire la même chose pour l'aviation, pour qu'il y ait un espoir au bout du tunnel que ce projet industriel européen recommence. On avait l'idée de faire un deuxième projet européen tel que Airbus, avec Siemens et Alstom dans le domaine ferroviaire, qui n'a pas marché. Mais je pense que on a besoin d'une stratégie Alors, qui n'a industrielle. pas marché, mais si vous vous rappelez bien, il me semble que dans l'histoire, il y avait aussi quelqu'un qui était la commissaire européenne à la concurrence Oui, qui n'a pas voulu. Et oui, c'est peut-être un effectivement. souci, et c'est enfin, tel que je le vois moi, c'est quand même un souci, parce qu'on a tendance à, comment dire, réfléchir sur le, comment dire, sur la concurrence à l'intérieur de l'Union européenne. Or, aujourd'hui, la compétition, elle est mondiale. Et il faut bien de temps en temps qu'on ait des grands constructeurs qui puissent affronter les Chinois, les Américains, voire les Indiens, voire d'autres compagnies. Et là, est-ce que ce Oui, n'est pas également une erreur commune de l'Union européenne sur ce sujet-là? je suis d'accord avec vous. Il y a des domaines où on a une compétition mondiale. Ce n'est pas le cas pour tout, hein. Il y a beaucoup de domaines où on a un marché même local, où on a un marché régional, un marché national ou transfrontalier, par exemple. Et dans ces domaines-là, les règles à la concurrence européenne sont très très importantes parce que à la fin, ça fait que on a des prix plus bas et c'est bien pour les consommateurs. Mais il y a effectivement des domaines où c'est une concurrence mondiale, où des règles européennes ne veulent rien dire. Et c'est le cas dans le mode d'aviation. Et aujourd'hui, je pense que c'est également le cas dans le domaine ferroviaire. Et c'est le cas peut-être dans certains d'autres domaines. Pensons à nos smartphones et à la technologie 5G ou d'autres points cruciaux dans l'industrie où on a besoin d'une stratégie européenne et pour avoir une bonne compétition, un bon compétiteur européen sur le marché global et ne pas penser à la concurrence intra-européenne. Je suis d'accord Alors avec vous. justement, vous faites rebondir sur une question qu'on est en train de mettre à l'ordre du jour, qui n'est plus Airbus, mais dont on parle actuellement justement dans la relation franco-allemande, c'est la batterie européenne. Vous avez parlé tout à l'heure de l'évolution des nouvelles voitures, les voitures électriques, bon, la construction des batteries pour les voitures, qui est complexe puisqu'en fait on n'a pas la main, puisque essentiellement c'est à nouveau la Chine qui est, je dirais, en pointe. Donc la batterie européenne, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va faire un Airbus de la batterie européenne comme ça se dit dans certains journaux ici? Fiat Lux chez vous, très bien. Oui, oui, je pense qu'on va y arriver parce que l'Europe est décidée à le faire. Et je pense que si l'Europe est décidée et tout le monde met les moyens nécessaires, on va y arriver. Actuellement, on est dépendant de la Chine. Mais je pense que pour tout le monde, c'est clair qu'on a besoin d'une stratégie sur les batteries européennes parce que sur l'avenir des voitures, c'est une base très très importante. Je ne dirais pas que c'est la solution pour tout, notamment pour les zones ruraux. Ça ne fonctionne pas encore super bien. Mais on a besoin de développement européen, d'innovation européenne pour que ces emplois à la fin sont en Europe. Parce qu'on aura besoin de cette technologie. Et moi, je veux que ce soit des constructeurs européens et des emplois européens qui fabriquent ces batteries, ces voitures, et que ça ne soit pas que de l'importation d'ailleurs. Est-ce qu'en Allemagne, on parle entre guillemets, de retour au pays de certaines industries comme on le parle actuellement en France? Est-ce que c'est le même raisonnement, sachant que l'industrie allemande est très largement supérieure à l'industrie française? Je dirais, nous, on est plus dans les services, on est plus éventuellement dans l'alimentaire,
mais l'industrie basique, elle se trouve, elle est située en Allemagne. Est-ce que donc on assiste aussi, est-ce qu'il y a une envie de faire revenir au pays, on va dire, un certain nombre de productions qui sont actuellement, qui ont été, comment dire, qui sont réalisées dans des produits, dans des pays à bas coût? Oui, on en discute. On discute notamment pour tout ce qui est médical, vu de la pandémie. Mais je dirais également que ça ne se décide pas sur une décision politique. Il faut qu'on soit compétitif quand même, parce que si on produit à 5 fois le coût qu'ailleurs, ça ne fonctionnera pas. Donc ce n'est pas qu'une volonté politique sur ces questions, mais c'est aussi une question de prix. À la fin, regardons par exemple, prenons les textiles, qui sont quasiment tous produits ailleurs. Mais il y a certains producteurs en Allemagne, en France, mais les consommateurs doivent payer plus cher, ils doivent le décider, ils doivent vouloir consommer local ou national. Donc, il y a une part du marché probablement pour qui c'est possible, mais d'autres où ça ne sera pas possible parce qu'on n'est pas compétitif. Cette question de compétition, je sais que pour les Français, c'est toujours une question compliquée parce que en Allemagne, l'allemand lambda comprend que si on n'est pas compétitif en Allemagne, il y a des emplois qui partent. J'ai parfois l'impression qu'en France, on ne comprend pas ça. En France, on pense si on décide que ça reste là, ça restera. Mais ce n'est pas le cas. Le marché ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, le fait que le marché ne fonctionne pas comme ça, c'est lié au fait que c'est une question de prix, c'est une question de consommation et des consommateurs. Oui, il faut une stratégie d'autonomie européenne, mais il faut voir à l'échelle européenne. Ce n'est pas une question nationale. Ça peut très bien être produit en Europe de l'Est, au Portugal, dans d'autres pays. Ce n'est pas forcément la France ou l'Allemagne, qui sont des pays chers en termes de main-d'œuvre. Mais on discute de ça et on est prêt à mettre en place une stratégie industrielle. Mais voilà, il faut quand même que ça soit rentable. OK. Allez, on va monter un cran au-dessus maintenant. C'est l'Europe et le monde qui l'entoure. Et on va commencer peut-être par les voisins. Vous avez parlé tout à l'heure des migrations, de l'accueil des migrants, et je sais que c'est une question qui vous est chère. Bon, on a un voisin qui s'appelle la Turquie. Avec la Turquie, on a passé un contrat argent contre maintien des migrants, et notamment syriens ou autres, du Moyen-Orient, chez eux. On voit bien aussi que M. Erdogan n'est pas le premier des démocrates que l'on peut trouver, je dirais, à sa porte. Comment est-ce que vous sentez, on dirait, l'attitude, quelle est l'attitude qu'il faut que l'on ait maintenant avec la Turquie? Est-ce que c'est une attitude de compréhension? Est-ce que c'est plutôt une attitude maintenant ferme en disant on arrête et il faut maintenant que la Turquie revienne ou se rapproche, je dirais, des pays démocratiques que nous sommes? Comment vous sentez ça? Pour commencer, je dirais que la Turquie est plus loin de l'Europe qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, la Turquie nous était plus proche politiquement et d'un point de vue sociétal. Et la Turquie s'est développée d'une manière qu'elle est plus loin de l'Europe aujourd'hui. C'est pour ça que pour moi, c'est très très clair que la Turquie ne peut pas entrer en Europe, en Union européenne, et ils sont toujours un candidat associé, entre guillemets. À mon avis, il faudrait être très clair et terminer ce statut pour la Turquie, premièrement. Deuxièmement, on a quand même besoin de la Turquie comme partenaire. C'est un partenaire en l'OTAN. C'est un partenaire quand il s'agit de la situation des migrants de provenance de Syrie.
Effectivement, l'Union européenne a donné 5 à 6 milliards d'euros au gouvernement turc pour aider les migrants qui se sont enfuis de la Syrie, pour les aider en Turquie. Et moi, je pense que ça reste la bonne solution d'aider les réfugiés syriens qui sont installés ou en Turquie, ou au Liban, ou en Jordanie, dans ces pays-là, parce que c'est hors de question. C'est hors de question, je ne sais pas si c'est la bonne formule, mais on ne peut pas tous les accueillir en Europe. Mais il faut une aide, il faut de la dignité, des droits humains et une bonne gestion par des organismes internationaux. Et c'est ça que l'Europe doit soutenir. Elle ne doit pas soutenir un gouvernement Erdogan, mais elle doit soutenir les organismes internationaux qui aident les migrants. En ce qui concerne notre contrat, malheureusement, ce n'est pas un contrat. Parce qu'un contrat, on pourrait dire c'est fini. Ou on pourrait dire vous n'avez pas rempli la clause 1, 2 et 5. Ce n'est pas un contrat. C'est un acquis ou une sorte de. En anglais, on dit agreement. Mm-hmm. Donc, ce qui est problématique pour moi, c'est qu'il n'y a pas d'instance de contrôle. On ne peut pas, au sein du Parlement européen, demander à la Commission, mais concernant l'acquis avec la Turquie, pourquoi ça et ça ne fonctionne pas. Parce que comme ce n'est pas un contrat, on n'a pas, nous, en tant que parlementaires, la possibilité de la contrôler. Donc, à mon avis, il faut un statut différent pour cet accord avec la Turquie. Mais moi, je suis très pessimiste en ce qui concerne la Turquie et la manière dont le président Erdogan se comporte. Ce n'est pas le comportement d'un démocrate. Donc, pour moi, j'ai de la peine pour nos amis turcs qui luttent pour la démocratie, pour des règles claires et ouvertes en Turquie. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Alors, on a parlé d'un voisin qui est la Turquie. Il y a un autre voisin qui s'appelle M. Poutine. Et c'est une question qui nous est posée là sur le chat. Quelle est la marge de manœuvre qu'a l'Union européenne dans l'affaire Navalny? Compte tenu de la position qu'a prise Mme Angela Merkel en Allemagne, comment est-ce que vous sentez ça? Parce que c'est extrêmement complexe. D'un côté, il y a les relations, je dirais, politiques, où on condamne, mais on condamne sans trop condamner, et l'Allemagne, il y a la question aussi du pipeline entre la Russie et qui complique un peu, la Russie et l'Allemagne, qui complique les choses. Comment vous sentez ça? Comment est-ce qu'on peut sortir, je dirais, de ce dilemme-là? Comment est-ce qu'à un moment donné, nous, démocrates, on peut arriver à imposer à des gens non seulement qui ne sont pas des démocrates, mais en plus, je dirais avec M. Navalny, qui vont vraiment très loin, je dirais, vis-à-vis de la considération des personnes qui ne sont pas en accord avec le gouvernement. Comment est-ce que l'on peut faire? Comment est-ce que l'on peut avancer sur ce sujet? La question, c'est comment traiter les dictatures. Parce que moi, je dirais aujourd'hui, la Russie n'est plus une démocratie au propre terme. C'est compliqué. Regardons en Afrique et comment on travaille avec des dictatures en Afrique. C'est compliqué également. Donc, à mon avis, il y a d'une part la condamnation internationale, la mise à l'écart de la Russie d'un point de vue diplomatique. D'autre part, il y a effectivement cette question de pipeline, de Nord Stream, où le Parlement européen a formellement demandé le gouvernement allemand à arrêter ce projet. La plupart des députés allemands a rejoint des députés européens allemands a rejoint cette demande. Moi, je ne pense pas
qu'on puisse négocier et travailler en l'état actuel avec la Russie. D'autre part, c'est un voisin. Et même si vous ne vous entendez pas bien avec votre voisin, vous avez quand même besoin de travailler peut-être avec lui. Vous avez des frontières communes. Il y a la situation en Biélorussie, la situation en Ukraine qui n'est pas joyeuse. On a bien compris, on a bien compris. Vous ne tracassez pas oui, quand même. Mais oui, mais quand même. Donc d'une manière, il faut quand même dialoguer avec la Russie, peut-être trouver même un terrain d'entente, mais c'est compliqué. Je n'ai pas de réponse à ça. Je suis très content qu'au sein du Parlement européen, on a des personnes très expérimentées comme Bernard Guetta qui travaillent beaucoup sur les questions avec la Russie, qui a un sens de compréhension pour la Russie que moi j'ai peut-être pour la France, je ne sais pas, mais ça reste une relation de nécessité d'une part, comme voisin, mais actuellement, on ne s'entend pas très bien et je pense qu'on doit le faire savoir fermement et clairement au gouvernement russe. Juste une parenthèse, Bernard Guetta est venu au mois de février, ici en Bretagne, pour exposer justement sa vision sur l'Europe, sur le développement et sur les voisins que nous avons, je dirais, ensemble. Il est venu, non pas à Rennes, dans la capitale, mais dans une petite ville au nord de la Bretagne, et où on a réuni autour de lui 150 personnes quand même qui étaient intéressées à l'écouter. Bon, Bernard Guetta est une personnalité un peu connue, puisqu'ancien journaliste, on avait l'habitude de l'écouter, mais c'est intéressant. Donc la prochaine fois, je vous dis, à mon avis, on a plusieurs points qui vont faire qu'à un moment donné, vous allez être obligé de venir nous voir ici. Je rebondis, vous avez parlé tout à l'heure, quand on a parlé des dictatures, vous avez fait un petit aparté sur l'Afrique. Vous êtes membre de la commission développement du Parlement européen. Comment est-ce que vous voyez la manière dont l'Union européenne peut participer, aider au développement de ce continent qui va devenir quand même dans les 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, un continent majeur, puisqu'on estime que à l'espace de... on sera à 2,5 milliards, peut-être 3 milliards d'habitants, c'est-à-dire que ça sera un poids démographique considérable, et peut-être, et c'est ce qu'on souhaite aussi, puisqu'on souhaite que ces pays-là se développent, un poids économique également important. Comment est-ce que l'Union européenne peut arriver à s'imbriquer et à faciliter les choses? Est-ce qu'on a la capacité? Est-ce qu'elle en a la compétence? Est-ce que c'est un vœu pieux? Qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, je pense qu'avec les pays africains, il faut discuter vachement plus de égal à égal. Et je ne pense pas qu'on le fasse toujours. Vous m'avez invité en tant qu'Allemand, donc je peux le dire, que la France n'est pas toujours le pays le mieux positionné pour parler à des pays africains. C'est lié à votre histoire, comme il y a des choses qui sont liées à l'histoire de mon pays, qui nous mettent dans une position défavorable dans d'autres cas. Donc, je pense qu'il faut discuter de égal à égal. Moi, je pense également que le changement, la prospérité pour des pays africains peut venir d'une part si on met en place des coopérations de migration circulaire pour former des jeunes qui après peuvent revenir dans leur pays, quand on met en place des échanges entre universités, quand on met en place des collaborations entre des entreprises européenne et africaine. Un député africain m'a dit une fois, on ne veut pas travailler avec les multinationales européennes parce que eux, ils nous écrasent.
on veut plus travailler avec des petites et moyennes entreprises européennes qui sont pour des entreprises africaines plus de égal à égal, plus un partenaire. Cette idée m'a paru très intelligente de mettre en contact pas que des grandes entreprises qui ont les moyens d'exploiter des ressources naturelles, mais de travailler plutôt avec des petites et moyennes entreprises. Moi, je pense que il y a beaucoup comment je peux dire, beaucoup de possibilités en Afrique. C'est une question de beaucoup d'éducation, de savoir-faire. Et pour ça, l'Europe peut aider, mais doit surtout aider à ce que les pays africains peuvent mettre en place eux-mêmes un système. Je pense également qu'on devrait travailler plus avec la diaspora africaine qui est en Europe, qui a des connaissances particulières et des ressources particulières pour faire évoluer leur pays d'origine. Donc, je pense qu'il faut repenser notre rapport à l'Afrique et aux pays africains et quitter un peu la position de l'ex-nation qui a colonisé les pays ou celui qui sait tout. Ça ne marche pas bien. Et quand on discute avec des parlementaires africains, et j'ai la chance de pouvoir le faire dans une assemblée parlementaire paritaire entre des pays africains et des pays européens, c'est très très intéressant parce qu'on ne peut que apprendre de leur ressenti en ce qui concerne la relation entre l'Europe et l'Afrique. Je trouve que votre position est tout à fait intéressante et elle vous honore en tout cas. Je pense que vous avez tout à fait raison. De la même manière que l'Allemagne a eu un passé par moments pas très glorieux, la France aussi a eu un passé pas très glorieux. La question, c'est de s'en sortir et de s'en sortir, je dirais, pour mieux avancer et mieux aller plus loin. Ça me permet d'arriver quand même à la dernière question, puisque voyez, on arrive bientôt, il est bientôt 19h30. En tout cas, quand on parle de coopération avec l'Afrique, il faut que l'Afrique soit en paix. Or, il y a des zones d'Afrique où on n'est pas du tout en paix. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, de ce côté-là, la France est un peu, je dirais, pas en avance, mais sur le front, pour essayer d'arriver, de mettre des troupes localement. Est-ce que ça n'interroge pas? Est-ce que l'Union européenne, bien évidemment, dans sa vision de faire de faire de ces zones d'influence des zones de paix, est-ce que nous ne devons pas aussi, ensemble, construire une Europe de la défense qui permette aussi de parler un peu plus fort? De temps en temps, il faut savoir manier, je dirais, la carotte et le bâton. Et aujourd'hui, peut-être est-ce qu'on peut parler de paix, on peut parler d'avancée économique, mais d'un autre côté, est-ce qu'il ne faut pas aussi aider certains des pays qui veulent aller vers la démocratie et qui sont totalement déstabilisés par quelques personnes, quelques groupes qui ne sont pas là justement pour faire avancer, mais au contraire pour prendre le pouvoir sur ces pays qui veulent venir vers nous. Je suis d'accord. Il nous faudrait une armée européenne. Il nous faudrait une armée européenne qui consiste de soldats de toutes les nationalités et non que la coopération entre brigades et unités nationales telles que ça fonctionne aujourd'hui. On a fait des progrès en matière de coopération militaire, mais c'est toujours une question avec beaucoup de poids national, je dirais. Dans le débat national, ce n'est pas simple. C'est pour ça que je crains qu'on ait encore un peu de temps jusqu'à ce que cela arrive. Mais néanmoins, en Afrique, on a besoin et les pays africains
demande, pas toujours, mais dans certaines situations, et notamment dans la lutte contre l'État islamique, d'aide européenne. Ce qui m'est cher, c'est qu'on le fasse dans une structure multinationale, donc dans un cadre des Nations Unies, et qu'on ne fasse pas le gendarme quelque part en tant que pays X ou pays Y, mais qu'on le fasse dans les instances qui sont faites pour, qui sont les Nations Unies, avec les casques bleus. Je pense que c'est important, et je sais que la France s'implique beaucoup, d'ailleurs nettement plus que l'Allemagne, sur ce domaine, parce que notre armée n'est pas aussi performante que l'armée française. Donc on a des devoirs à faire également en Allemagne, mais c'est important parce que avoir une armée qui est capable d'agir, ce n'est dans nos jours peut-être plus une question de défense en Europe, mais d'une défense de nos valeurs et des droits de l'homme à nos portes et chez nos voisins, par exemple en Afrique, par exemple en Syrie. Donc pour moi, c'est important. Et je suis très admirable à la France qui perd des siens également. Il faut être très clair. Hein. C'est une situation très, très compliquée, notamment au Mali. Voilà. Je pense que vous avez raison, qu'on doit s'impliquer. Et dans le cadre des Nations Unies, c'est un travail très, très important. Eh bien, écoutez, moi je pense qu'une première conclusion, c'est qu'il reste encore du travail, des tâches à accomplir entre la France et l'Allemagne, et aussi à l'intérieur de l'Union européenne. Je pense que la France et l'Allemagne ont fait des grands pas, depuis 1950, ont fait des grands pas entre eux. C'est vrai que Jeanne-Françoise le dit souvent, et bon, moi je suis né juste après, comme je dis, je suis un produit de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'avec une mère polonaise et un père français, mais quelque part, si on veut bien se rappeler que 5 ans après cette grande catastrophe mondiale, je dirais, le coronavirus à côté, c'est zéro. À cette grande catastrophe mondiale, il y a des gens qui se sont, allemands, français, italiens et gens qui se sont réunis, qui ont dit, allez, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble, et on en bénéficie aujourd'hui tous. Donc, il faut quelque part qu'on avance. Moi, j'ai l'impression qu'avec des députés comme vous, cher ami, on va pouvoir avancer. Et c'est ce que nous souhaitons, nous tous ici. On ne vous a pas fait venir uniquement pour le plaisir de vous écouter, qui est quand même réel, mais aussi pour que vous nous donniez, je dirais, cette envie à nous, citoyens, d'avancer de plus en plus loin. Il y a quelqu'un qui est en train de... Il y a quelqu'un qui a remis son... Donc moi, oui, c'est moi, Michel. Ah, c'est oui. Moi, Michel Jeanne-Françoise. Ah, c'est oui. vrai que je voulais dire à monsieur, cher ami Jean-Christophe, combien ce que vous nous avez dit nous redonne du courage pour avancer. On est vraiment sur tous les points que vous avez abordés. C'est vraiment notre idée, c'est vraiment ce qu'on veut essayer de faire. Donc, comme le dit Michel, j'espère qu'on va continuer de travailler avec vous parce que vous avez aussi les mots pour dire ces choses-là. C'est pour ça, Michel, que j'ai pas joué le jeu, j'ai voulu intervenir, mais je voulais vraiment remercier. Mais si, c'est le jeu. C'était hyper, ce que vous avez dit sur des tas de sujets, la Turquie, tous ces sujets-là que vous abordez, ça nous touche beaucoup et c'est dans ce sens-là qu'on cherche à aller. Donc vraiment, merci beaucoup. Et avec Marie-Pierre et Pierre Karleskin, vous allez arriver à faire des choses super.